Bonjour Monsieur Delors. Bonjour. Merci de faire une vidéo avec nous. Mm. On entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle, mais c'est quoi au juste? Alors, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est apparu en fait à peu près en même temps que l'informatique. Il y a eu une conférence en 1956 à Dartmouth on va dire, qui a officialisé le terme intelligence artificielle, mais et à l'époque, il s'agissait de faire vraiment ce qu'on appellerait une machine qui pense, une machine intelligente qui devait surpasser les capacités humaines. C'était un programme de recherche. Par contre, la notion de, on va dire, ce fantasme de faire une machine artificielle vient de très loin, puisqu'on trouve des traces dans la mythologie juive du golem, cette fameuse statue, ou cet être d'argile qu'on considérerait comme une espèce d'automate. C'était déjà les prémices de, en fait, je pense, moi, de la volonté de vouloir comprendre ce qu'est l'homme en le fabriquant soi-même, quoi. Et d'éclaircir ce mystère de l'intelligence, sachant qu'on a maintenant des machines très puissantes qu'on dit être intelligentes, mais dont la notion d'intelligence est quand même pas comparable à ce qu'on appellerait la cognition, l'émotion, les sentiments humains. Et du coup, pourquoi réfléchissons-nous sur des méthodes qui reproduiraient virtuellement notre façon de réfléchir? Mais voilà, justement, il y a déjà d'une part, on va dire, plein de courants dans l'intelligence artificielle. Certains ne cherchent pas nécessairement à reproduire la façon dont ça fonctionne chez nous, mais vont exploiter la puissance de la machine pour lui faire des choses qui sont plus ou moins rébarbatives ou compliquées. Le calcul, la recherche de motifs dans des bases de données, tout ça, la machine fait ça très très bien, mieux que nous. D'accord. Et puis et l'intelligence artificielle peut servir à ça. Et puis il y a le courant plus orienté vers les sciences cognitives, où là le parallèle avec, on va dire, la cognition humaine ou animale est vraiment revendiqué. C'est-à-dire on cherche les phénomènes, les mécanismes qui permettraient d'expliquer ce qu'est l'intelligence. Et donc il y a eu une scission un peu entre ces deux courants-là, des gens qui ne cherchent pas à faire une machine intelligente au sens biologique du terme, mais qui cherchent quand même à faire des programmes super puissants. Et puis des chercheurs qui cherchent à faire une intelligence artificielle simplement, je pense, pour la comprendre, simplement pour savoir identifier, répondre à des questions du mystère de la compréhension de l'esprit. On parle de théorie de l'esprit, par exemple, parce que c'est quand même un des mystères qui n'est pas élucidé dans l'histoire des sciences, quoi. Donc pour moi, j'espère que ce n'est qu'une volonté de comprendre et non pas une volonté de puissance, c'est-à-dire de faire mieux que l'humain. Et vous nous parlez de comprendre, mais qu'est-ce que comprendre chez lui? Voilà, typiquement, c'est un phénomène, la compréhension. À un moment, vous regardez un problème, tiens, prenons chez les étudiants un problème de maths ou de physique, et il y a une période où vous ne comprenez rien, où le prof vous explique quelque chose, vous ne comprenez pas, et puis il y a un moment où vous faites « hop, j'ai compris ». Et cette phase entre on m'envoie des messages et je ne sais pas quoi en faire, et la phase où je considère que là j'ai saisi quelque chose, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Vous sortez d'un cours ou d'un entretien ou de je ne sais quoi en disant « ah, mais ça y est, j'ai compris ». Ça veut dire quoi? On ne sait pas. Par contre, on a en psychologie, et pas forcément que en intelligence artificielle, mais tout ça c'est lié en sciences cognitives, on a beaucoup de données et beaucoup de théories sur la façon dont ça se passe, et le temps que ça met, et le fait que ça s'oublie, ça revient. Et en fait, on sait maintenant qu'il faut beaucoup regarder autour des gens et non pas que ce qui se passe dans leur tête, et en particulier le fait qu'ils aient une culture, qu'ils aient aussi ce qu'on appelle une ontogénèse, c'est-à-dire que vous n'avez pas appris à comprendre un problème de maths, vous ne comprenez pas un problème de maths du jour au lendemain, c'est passé par énormément de stades, et en particulier l'enfance
pendant laquelle il se passe énormément de choses. Donc actuellement, on va dire les recherches en IA qui s'inspirent des sciences cognitives, ou du moins qui s'inscrivent dans des recherches en sciences cognitives, mettent beaucoup l'accent sur le développement, la notion de développement d'une cognition au fil du temps, par le biais d'un apprentissage, on va qualifier d'incrémental ou de robotique développementale ou évolutionnaire, parce que ce qu'on veut reproduire, c'est effectivement des grands principes qu'on retrouve en biologie qui permettent à un organisme de se construire progressivement une représentation des choses, du monde, mais par le biais beaucoup d'essais-erreurs, voire de manipulations, par l'importance en fait chez l'enfant du regard, des actions, de l'activité, du jeu même, est maintenant acquise. Donc faire jouer un robot pour qu'il apprenne, c'est pas une idée stupide, on va dire. Et vous nous parlez de comprendre, mais le ressenti, comment ça se traduit chez l'humain? Alors, ça c'est encore la phase, on va dire, ultime, c'est qu'il y a des phénomènes qu'on ne comprend encore moins, qui sont relatifs à on va dire, effectivement à la subjectivité, à la conscience phénoménale, le fait d'avoir mal ou de ressentir de la joie, ça c'est quelque chose qui est propre à chacun. En l'occurrence, je ne peux pas savoir ce que vous ressentez quand vous êtes triste, même si comme moi je peux être triste, j'en ai une vague idée, mais je ne suis jamais capable de dire si c'est la même chose chez vous que chez moi. Pour parler de choses plus on va dire plus terre à terre, même ressentir une couleur, ce qu'on appelle les qualia en philosophie, ressentir le bleu, chez moi ça fait quelque chose qui n'est peut-être pas la même chose que chez vous. Et donc cette notion de faire quelque chose, ressentir quelque chose à la première personne est encore plus mystérieuse que l'apprentissage. On parle d'émergence souvent, on parle de conscience phénoménale. En fait, on parle souvent d'émergence quand on ne comprend pas. Mais peut-être que si on arrivait à comprendre, on verrait que c'est pas émergent au sens c'est pas magique. Par contre, il se passe bien quelque chose qui dépasse ce qu'on pourrait appeler la matière. Or, un scientifique est généralement physicaliste. Il considère que les choses s'expliquent, soit avec des maths, soit avec de la physique, mais en tout cas, tout repose sur le monde qui nous entoure. La conscience phénoménale échappe un peu à ça, parce qu'on ne sait pas comment elle apparaît, ce qui donne même naissance à des courants, on va dire, constructivistes radicaux, qui considéreraient que même ce que l'on perçoit est un construit. On est tous d'accord pour dire qu'on voit du bleu, mais c'est construit chez nous, donc quel est le rapport entre le monde réel et notre monde subjectif? Grand mystère. Donc la question fondamentale en IA, c'est finalement, est-ce que ce phénomène de ressenti subjectif est inhérent au biologique, ou est-ce qu'il est inhérent à une complexité, la complexité du cerveau, que donc on pourrait éventuellement reproduire? C'est la grosse question. Est-ce que ça se reproduirait sur autre chose qu'un substrat biologique, en particulier un substrat électronique tel que la machine? Là, la réponse, elle n'est absolument pas connue, et à mon avis, on est très loin d'y arriver, mais en tout cas, c'est vraiment derrière la compréhension de ce qu'est la conscience et comment quelque chose de fondamental, et une remise en question de la possibilité de le reproduire dans un système artificiel posera beaucoup de questions, on va dire, philosophiques, quoi. Et du coup, imaginons qu'on veuille le faire. Comment est-ce qu'on s'y prendrait? Alors déjà, il y a quelque chose d'important, enfin, qui est dit par les philosophes et les psychologues, c'est l'importance de l'individu dans son monde. C'est-à-dire il faut que la machine, elle soit en lien avec l'extérieur, c'est-à-dire les représentations qu'elle se construirait par l'expérience, qui lui seraient propres, dépendraient de sa capacité à agir et à percevoir. Donc il faut qu'une machine, si on voulait la faire devenir, on va dire, consciente, ou du moins avoir des capacités de représentation personnelle d'un monde, il faut qu'on lui donne les moyens de faire cette construction par des interactions. Donc ça, c'est important. La machine, elle n'est pas dans un microprocesseur isolé, avec un clavier dans lequel on programmait quelque chose, non.
il faut lui donner accès à une perception du monde et à des actions sur le monde. Et ces moyens d'accès vont énormément conditionner la représentation qu'elle se fera. Si on lui donne, je donne un exemple un peu extrême, si on ne lui donne pas des yeux, elle n'aura pas la même représentation que nous, si tant est qu'elle en ait une qui se construise. Tout comme une chauve-souris, ce que je prends souvent comme exemple, a une représentation, sans doute une représentation de son monde, qui est basée sur des échos, des ultrasons qu'elle émet. Donc la machine va devoir faire le lien entre perception et action, et son monde, ce sera ces liens-là. Si elle ne peut pas bouger, la notion d'espace va sans doute pas, ne peut pas apparaître. Les phénoménologues disent effectivement que l'espace peut être un construit, parce qu'on peut bouger. Il faut qu'elle parte d'un corps, parce qu'on est tous d'accord, du moins en psychologie comme en philosophie, que le corps va permettre de se construire cette représentation de l'espace et du monde, et en particulier faire des liens entre action et perception. Et les liens entre action et perception sont au départ très très simples, très réactifs. Le fait que quand je demande à ma main de se déplacer, eh bien je vois avec mon œil un faisceau lumineux qui bouge. Et ce lien entre action et perception, il est, on va dire, il est récurrent, il est circulaire. Parce que je bouge ma tête, eh bien ça modifie ce qu'il y a perçu par mon regard. Et parce que j'ai modifié, je sens que les faisceaux lumineux évoluent devant moi, je sais que j'ai bougé. Donc je ne peux savoir que j'ai bougé que parce que je perçois les conséquences de mes actions. Eh bien, imaginons que ça, au bout de quelques années de vie, on l'ait bien intégré, on peut passer à un stade supérieur. Donc là, en psychologie, on a des Piaget, par exemple, qui ont beaucoup travaillé sur les stades de l'évolution de l'enfant. Alors par contre, ce qu'a le biologique et que n'a pas la machine, c'est toute l'histoire de l'évolution. Les bébés humains héritent de millions d'années d'évolution, et ça, dans la machine, on ne les a pas. Quoique, nous sommes le résultat d'une évolution, et donc nous pouvons en faire hériter aux machines. Mais il est clair que les millions et les millions et les millions d'expériences qu'a fait le vivant prend un temps monstrueux, et là, on a cette limite temporelle de faire vivre à une machine ces millions d'expériences. Il y a un domaine qui s'appelle la robotique évolutionnaire, où effectivement on crée des programmes qui vont évoluer par essai-erreur, avec une métaphore darwinienne. Donc il y a moyen de simuler tout ça, mais on est vraiment face à deux énormes écueils qui sont la complexité, le cerveau est excessivement complexe et incompris, et le temps. Et compresser tout ça, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible, je veux dire techniquement, mais est-ce que si on réduit la complexité, on ne perd pas quelque chose? Ça, ce sont des grandes questions. Et au jour d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on en est où? Alors en fait, il y a eu un énorme espoir au moment de la création de l'informatique, parce qu'on voyait des ordinateurs capables de calculer plus vite que des humains. Ça a été d'ailleurs le grand fantasme de dire ça y est, on va faire plus intelligent que l'homme. On avait Turing qui avait déjà identifié que ça allait être pas si simple que ça, qui parlait déjà d'ontogénèse, de morphogénèse, qui avait émis aussi un test, le fameux test de Turing, où si une machine se fait passer pour un humain dans un dialogue, alors au bout d'un certain temps on pourra considérer qu'elle est intelligente. Alors là, on a un problème, c'est qu'on est capable, avec les masses de bases de données qui existent, par exemple sur le net, on est capable de créer des programmes qui vont générer des dialogues qui vont sembler vraiment, qui vont bluffer un peu les utilisateurs, et on pourrait se dire on passe une sorte de test de Turing grâce à des programmes. Le problème, c'est que ce ne sont pas des programmes au sens où on l'imaginait quand on parlait d'intelligence artificielle initialement. Ce sont des machines à aller rattraper des valeurs, des données sur le net. Elles ne construisent rien d'elles-mêmes. Et donc on a toujours cette fameuse séparation entre la machine qui calcule et la machine qui pourrait comprendre ou penser. Searle, qui est un philosophe qui s'est beaucoup intéressé à l'IA,
avait donné une image qu'il appelait la chambre chinoise, qui était un exemple dans lequel il considérait quelqu'un qui ne parle pas chinois, mais qui reçoit des lettres en chinois qu'on passe par une boîte aux lettres. Donc il est dans une chambre et il a un énorme dictionnaire, on va dire, et une grammaire chinoise qui lui permet, quand il reçoit une lettre écrite en chinois, d'appliquer des règles et puis de répondre en chinois alors qu'il ne connaît pas le chinois. Et donc Searle expliquait qu'une machine, c'est ça. Ça ne fait que traduire ou exécuter des règles sans rien y comprendre. Donc actuellement, l'intelligence artificielle, on va dire, celle qui fait rêver les gens parce qu'elle est capable de faire énormément de choses comme de la compréhension de l'oral, hein, quand vous parlez au moteur de compréhension, ou du moins de reconnaissance vocale, on a l'impression qu'ils comprennent quelque chose, ils comprennent absolument rien, ils ne font que après faire quelques statistiques et piquer des mots dans des bases de données. Voilà, on en est là. Donc du côté de, on va dire, l'IA qui utilise la puissance des machines, la machine ne comprend rien et je pense que ce n'est pas la bonne voie pour qu'elle se mette à comprendre quelque chose. Celle qui est à mon avis la plus prometteuse est celle de ce dont je parlais, par exemple la robotique évolutionnaire ou développementale, où là on fait des machines qui apprennent par elles-mêmes par le biais d'interaction, mais alors elles sont très très loin d'apprendre ne serait-ce qu'à compter. Elles en apprennent simplement à manipuler des objets. Donc on est très très loin des fantasmes de la machine qui dépasse l'homme, du moins en termes de compréhension, de connaissance de soi. Hein. J'ai pas évoqué ce problème du soi qu'on a tous. On est tous conscients d'exister. Une machine, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on peut faire croire, on peut faire un simulateur il y a des modèles qui simulent le fait que la machine sait qu'elle sait, elle croit, elle a des intentions, des buts, mais tout ça, ce sont que des programmes qui décrivent ce qu'est une intention et un but, mais ça n'apparaît pas dans la machine. Donc pour moi, on en est très très loin, et tous les débats sur la singularité, hein, ce fameux seuil d'intelligence des machines qui dépasserait l'homme et qui pourrait d'ailleurs devenir très dangereux, c'est des débats un peu creux dans le sens où ça s'appuie surtout sur des fantasmes et effectivement sur des données quantitatives, mais pas sur des données qualitatives ou on va dire perceptives sur ce qu'est vraiment la conscience ou la cognition biologique. Voilà. Je dis pas qu'il n'y a pas de danger, hein. Je dis simplement que ça n'a rien à voir avec le vivant, tous ces débats-là.